Bonjour à tous, et dans cette nouvelle vidéo, nous allons un peu parler du concept Smart Money, mais tel qu'il est défini par la plupart des formateurs sur internet. Donc quelle est l'idée derrière le Smart Money concept? L'idée derrière le Smart Money concept, c'est que ça sépare les traders et les intervenants en deux classes. Les institutionnels qui veulent placer des ordres sur le marché, mais ils sont trop gros malheureusement pour placer leurs ordres, du coup ils doivent trouver une contrepartie, et donc vient ici le deuxième groupe, les retail, qui eux placent des stop-loss dans le carnet d'ordre, donc du coup ces institutionnels voient les order blocks de ces retail et viennent chercher la liquidité et hit leur stop-loss et donc leur faire perdre de l'argent. Et donc ça se base sur cette théorie très simpliste et biaisé pour monter tout un florilège de stratégies de trading, mais souvent on comprend pas bien où ils veulent en venir parce que, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure, c'est très incohérent dans la façon dont les stratégies sont montrées. Donc il y a des incohérences dans les réalités, les hypothèses de base sont fausses, en tout cas très simplifiées, et la théorie qui en découle est complètement biaisée. Déjà, première chose, les marchés, c'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas des institutions et des retail traders qui traitent de la même manière, qui mettent les mêmes stop-loss au même endroit, qui utilisent de l'analyse technique et qui font... Voilà, c'est pas si simple que ça. Il y a plein de groupes d'institutionnels qui passent des ordres, beaucoup pour la plupart qui sont non directionnels, c'est-à-dire qu'ils les placent pas dans un but de réaliser un profit sur un mouvement de prix, forcément. Des fois, ça peut être juste, ils rebalancent leur portfolio. Il n'y a pas de quelconque spéculation derrière cette transaction. Ensuite, les retail ne représentent que, je mettrai un graphique qui vient de ce livre-là, où l'auteur montre la distribution, donc en gros, comment se distribue le volume d'échanges par intervenant. Et on voit que les retail sont très minoritaires. Il y a une grosse partie, ce sont les traders haute fréquence. Ensuite, il y a les hedge funds, les fonds de pension, etc. Et les retail sont très minoritaires. Ensuite, dans les retail, les traders AT, analyse technique, sont très minoritaires. Hein. C'est pas ceux qui ont les plus gros capitaux, d'ailleurs. Il y a des retail qui brassent plusieurs millions et qui sont beaucoup plus dans de l'investissement passif. Donc voilà, c'est complètement biaisé. Ensuite, les institutionnels, pour passer leurs ordres, ne regardent pas forcément les order blocks dans le carnet d'ordre et se disent tiens, là je vais aller jusqu'à taper ce niveau dans l'order book. Non, ils fonctionnent pas comme ça. La plupart utilisent des algorithmes d'exécution comme le VWAP, le TWAP ou le Percentage of Volume qui sont pas du tout conçus comme ça, et en plus ils utilisent des exécutions dans les dark pools par exemple. C'est tout un sujet, les dark pools. Mais c'est des exchanges où des institutionnels essayent de passer une partie de leurs ordres là-dedans, dans ces exchanges. Et ça permet aussi de pas voir en fait quand il y a des gros ordres qui sont passés parce qu'il n'y a pas accès au carnet d'ordre des dark pools. Donc c'est les moyens qu'ils utilisent pour passer leurs gros ordres. Ensuite, on va avoir tout un panel de vocabulaire. Hein. On va ajouter une couche de complexité artificielle. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le SMC base une analyse, donc une hypothèse et une théorie autour de la recherche de liquidité par les institutions, mais ne va jamais se concentrer, paradoxalement, sur là où on voit les niveaux d'ordre limite et on voit la liquidité du marché, donc on voit où c'est que sont placés les gros ordres dans le carnet d'ordre, etc. Ou alors en décodant les messages fixes de l'exchange pour voir quel ordre a été matché, est-ce qu'il y a du spoofing, est-ce qu'il y a des tentatives de... Non, là on s'en fout, là on fait de l'analyse technique. Donc on regarde le prix, ce qui n'a rien à voir, c'est comme, je sais pas moi, essayer de mesurer la température avec un radar de vitesse. Ça n'a aucun sens. Je prends le corps de la bougie pareil, je fais le même principe et je trace une résistance. Ok ? Là j'ai ce qu'on appelle une zone de supply and demand. Ok ? C'est quoi ? C'est tout simplement une zone de liquidité qui vont me permettre de rentrer. Je suis sur du M15, vous avez vu H4 M15, c'est pour du day trading. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, mais ici, là, cette zone, cette foutue zone, c'est de la liquidité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, je peux me placer. Ici, je vais attendre prochainement, viennent retaper ma résistance pour repartir à la hausse. On ne se précipite pas, patience, c'est mère de sûreté. Ça ne change pas de ce que j'enseigne, c'est-à-dire qu'on attend toujours la première poussée, correction,
et ensuite la seconde poussée pour se placer. J'attends que ça pète ici. Là, ce qu'on va faire direct, c'est qu'on va mettre un buy stop, imaginons, et on va se placer, etc. Toujours avec un bon ratio, un 1-2 minimum, un bon ratio de risque-reward. Généralement, on peut mettre l'objectif, on peut mettre du 1-2, voilà, du 2, etc. Vous ne mettez pas des trucs abusés, genre 25. Les prix donnent les données du prix, ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles. Les prix, des fois, comportent des informations très utiles, mais pour regarder la liquidité, ça n'a aucun sens. Regarde le carnet d'ordre si tu veux connaître plus sur la liquidité, ou alors les niveaux d'échange, les niveaux de volume de transactions par période, par exemple. Mais c'est assez bizarre de regarder, et incohérent de regarder les niveaux de prix pour connaître des niveaux de liquidité. On va avoir, par exemple, le FVG. J'ai trouvé ça sur une vidéo formation gratuite sur le Smart Money Concept. FVG, imbalance, c'est les bougies jaunes que vous voyez partout sur mes graphiques et que vous verrez dans toutes mes vidéos. C'est ce qu'on appelle un Fair Value Gap. Et FVG et imbalance, c'est la même chose. Encore une fois, FVG, c'est le nom que ICT a donné de base, Inner Circle Trader, attention, bien aux États-Unis. Et ensuite, imbalance, c'est lui aussi qui l'a appelé comme ça, des gens qui ont repris ce terme. Mais c'est la même chose. C'est tout simplement la bougie numéro 1 qui ne touche pas la bougie numéro 3. Ça va être une inefficacité de marché. Vous voyez toutes les bougies jaunes. Ici, par exemple, le bas de la bougie 1 ne touche pas le haut de la bougie 3. 1, 2, 3. Vous voyez, le bas de la bougie 1 ne touche pas le haut de la bougie 2. Et pareil à l'inverse, le haut de la bougie 1 ne touche pas le bas de la bougie 3. Donc on a une efficacité de marché ici, parce qu'il y a beaucoup d'ordres acheteurs, mais très peu d'ordres vendeurs, vu qu'on n'est pas revenu toucher la bougie. Vous voyez ça un peu comme un gap, pour faire simple. Et donc le marché va toujours revenir combler ces imbalances à un moment ou à un autre. C'est pour ça que c'est important de les marquer, c'est important de les voir, et de savoir que le marché reviendra toujours. Vous voyez ici on avait de l'imbalance, le marché est revenu le combler, pile le combler, il est parti, il a fait un imbalance là en montant, enfin un FVG du coup c'est pareil, il est revenu le combler, ensuite il a chuté, il a fait un FVG ici, il est revenu le combler, en créant des FVG ici qu'il est revenu combler, ici il a créé des FVG qu'il est revenu combler avec cette hausse, ici il a créé des FVG. Et donc le FVG, qu'est-ce que c'est? Ça va être, on va prendre des lots de, parce que c'est comme j'ai dit, c'est basé sur les prix, donc on prend 3 bougies, une indice T, T+1, T+2. Si la T et la T+2, l'intervalle de prix qu'elles représentent n'ont aucune valeur en commun, alors la T+1 va être mise en jaune. Et eux, ils appellent ça une inefficacité de marché. Donc, parler d'inefficacité de marché ou d'efficience de marché, c'est bien parce que ça rajoute un peu de marketing. C'est un peu le marketing que certains utilisent en ajoutant des termes scientifiques dans quelque chose qui ne l'est pas du tout et en déformant les propos de vulgarisation pour vendre un produit. Là, on fait la même chose, on prend quelque chose qui se base sur une théorie financière vraie, qui est l'efficience des marchés, enfin vraie, en tout cas bien développée, et reconnue dans le milieu universitaire, comme ça on a un argument d'autorité derrière, et on va l'utiliser dans un cadre qui n'a aucun sens, parce que là, ce que ça mesure, ça, le FVG, c'est juste un mouvement de prix un peu plus élevé qu'une certaine limite. C'est normal qu'il y ait des mouvements de prix des fois un peu plus élevés. Les rentabilités suivent une certaine loi de probabilité, donc forcément, des fois, coup de bol, ça tombe sur un peu plus vers les queues de distribution. Donc c'est juste la variance en fait. Et c'est pas parce que des variations de prix ont une certaine variance que c'est une inefficience. Et c'est pas forcément le cas. Donc ça n'a aucun sens. C'est juste un exemple, mais il y en a plein, des complexités comme ça, on rajoute des termes, etc. C'est vraiment une complexité basée sur le vocabulaire et le glossaire. On renommé en CHOCH, Change of Character, mais le vrai nom de base c'est Breaker Block. C'est tout simplement la cassure du dernier high, puis du dernier low. Ou inversement, la cassure du dernier low, puis du dernier high. Ça peut indiquer un changement de sens, un changement de tendance sur le marché. Ici par exemple, vous voyez, on vient de prendre le dernier high, ici on prend le high, on prend le low. Parce qu'en fait, il n'y a pas de complexité derrière, c'est de l'analyse technique. Donc c'est de l'analyse technique rebrandée pour pouvoir vendre un produit qui est le même, mais recyclé. C'est-à-dire que on voit bien qu'au bout d'un moment, au bout de 20 ans de vente de formation d'analyse technique, ça commence à s'essouffler. Comment, moi, je peux trouver des nouvelles parts de marché, et hop, on recycle le truc et on fait quelque chose qui marche bien, sous-tendu de conspirationnisme et de théorie du complot,
qui ne fonctionne pas du tout parce que c'est vraiment un modèle de réalité très simpliste. Pareil, ensuite, on va souvent dire qu'ils vont manipuler le marché. Et souvent, les traders comme ça, ils adorent le forex, ils adorent ça. Et donc le forex, c'est un marché extrêmement difficile à manipuler. C'est le marché le plus liquide, c'est peut-être le marché le plus difficile de manipuler. Donc c'est encore moins probable en fait que ça arrive. Ensuite, quelle est la part de vrai dans cette théorie ? Bon, la part de vrai, c'est que oui, certains investisseurs sont tellement gros que ils vont walk de lob, donc le limit order book, ils vont matcher tous les ordres limites quand ils vont passer un ordre au marché, parce qu'ils sont tellement gros qu'ils vont cramer toutes les feuilles de l'order book, donc tous les niveaux de prix, jusqu'à ce que leur ordre soit passé. Pour éviter ça, pour éviter le fait qu'ils fassent bouger le prix, le mid price, et que la différence entre le prix de décision et le prix d'exécution, c'est-à-dire le slippage, soit trop élevé, ils vont utiliser des algorithmes d'exécution, comme le TWAP par exemple. Et le TWAP, qu'est-ce que ça fait ? Ça va séparer, c'est le plus simple à comprendre, il sépare en fait l'ordre initial en plein de petits sous-ordres de plus petite taille. On va définir un certain intervalle de temps, et pour chaque intervalle de temps, on va passer, à chaque fois qu'un intervalle de temps passe, on va passer un de ces sous-ordres au marché. Ce qui va permettre en fait de réduire son impact sur le prix et réduire le slippage. Alors, il y a des variantes de cet algorithme où on va essayer de cacher, parce que là c'est très obvious, et on a une réelle récurrence en fait. Toutes les n périodes on passe un ordre, donc on peut le repérer. Et donc ensuite ils ont des techniques pour rendre ces périodes stochastiques par exemple, et donc moins repérables. La taille des ordres pareil. Et donc faire en sorte que ça soit moins obvious et moins repérable par les traders haute fréquence qui ont des stratégies un peu prédatrices. C'est ce qu'on va voir juste là, justement. Une des stratégies concrètes qui peut profiter des mouvements de marché des gros institutionnels, c'est ça. Ça s'appelle le TWAP front-running, ou le front-running en général, mais là pour le TWAP, en fait on va utiliser des modèles qui vont permettre de repérer. En fait, on va prendre les données des carnets d'ordre, des messages fixes, ou en gros des données des ordres qui sont passés dans un exchange. Par rapport à ces données, on va essayer de trouver des patterns et des récurrences pour identifier un intervenant qui essaie de passer un ordre avec un TWAP. Et une fois qu'on a repéré le TWAP et sur quelle période il passe ses ordres, quelle est la taille moyenne de ces ordres, de ces sous-ordres, eh bien on va voir si là, donc le prochain sous-ordre, peut faire bouger le marché suivant la liquidité qu'il y a dans le carnet d'ordre. Si oui, il peut le faire bouger, dans ces cas-là, on a juste à se positionner juste avant que l'ordre arrive, profiter du micro-mouvement, sortir et faire un profit sans risque. Et ça, c'est une stratégie concrète où beaucoup ont gagné énormément en l'appliquant. Bien sûr, comme toute stratégie qui fonctionne, il y a de la compétitivité, donc ces performances s'amoindrissent avec le temps, il faut toujours innover pour faire en sorte qu'elle fonctionne, mais ça c'est quelque chose qui marche réellement et qui se base sur l'idée de base que les grosses institutions peuvent faire bouger les marchés quand elles passent des ordres. Mais ça n'a rien à voir avec cette théorie du complot simpliste qui sépare les intervenants en deux groupes. Un groupe qui utilise les mêmes stratégies, des stop-loss, des trucs comme ça, et les institutionnels, BlackRock, dans l'ombre, on met des grosses institutions, des noms connus comme ça, qui font bouger le marché et qui essayent de manipuler les petits retail. Et ensuite, on vend des formations sur tout ça. Bien sûr, expliquer comment réaliser du front-running et faire du formation sur ça, c'est quand même c'est moins sexy parce que t'en as une qui t'explique qu'en faisant du dessin sur des graphes, tu peux arriver à faire des millions, et l'autre qui te dit, tu vas devoir apprendre à coder, tu vas devoir apprendre toutes les mathématiques derrière, les algos qui permettent la détection des TWAP, etc. Tu vas devoir investir parce que ça coûte pas, faut pouvoir implémenter, hein. L'infrastructure, elle est coûteuse. Des fois, ça demande d'avoir une infrastructure avec des latences extrêmement faibles. Donc, c'est un coût. Et il faut quand même un certain capital. Tu peux pas lancer une stratégie comme ça si t'as eu juste 10 000 balles. En général, il va falloir un capital assez conséquent. Et donc, c'est beaucoup moins vendeur. Pour ça qu'en fait, les stratégies, le SMC, ICT, c'est un très bon marketing pour vendre des formations. Si vous voulez en savoir plus sur la finance quantitative et sur le trading algorithmique, la science des données, etc., tout se passe dans le lien qui est dans la description. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et portez-vous bien, et à la prochaine.